j'entreprends l'histoire d'une époque féconde en événements. Signalée par des combats, troublée par des séditions, cruelle même pendant la paix. 4 princes égorgés, 3 guerres civiles, des guerres étrangères, et souvent les unes et les autres tout à la fois. Des succès dans l'Orient, dans l'Occident des revers. L'Illyrie soulevée, les Gaules chancelantes, la Bretagne entièrement conquise et aussitôt délaissée. Toutes les nations des Sarmates et des Suèves se liguant contre nous. Le Dace, anobli par nos défaites et par les siennes. Les Parthes même, tout prêts à prendre les armes, abusés par un faux Néron. Puis l'Italie, désolée par des désastres nouveaux. Des villes englouties ou renversées dans la plus riche contrée de la Campanie. Rome, dévastée par des incendies, nos plus anciens temples consumés, le Capitole même embrasé par la main des citoyens, nos plus saints mystères profanés, des adultères fameux, les mers se couvrant d'exilés, les rochers inondés de sang, des barbaries plus révoltantes dans Rome, la naissance, les richesses, l'acceptation ou le refus des honneurs, devenus des crimes, et la mort, l'infaillible partage des vertus. Les délateurs, non moins odieux par leurs récompenses que par leurs crimes, se partageant comme des dépouilles, les uns les sacerdoces et les consulats, d'autres les commandements au dehors, la puissance au dedans, menant, bouleversant tout, armant la haine ou la faiblesse des esclaves contre les maîtres, des affranchis contre les patrons, et au défaut d'ennemis, les amis même. Xavier Darcos, bonjour. Bonjour. C'était une lecture d'Evelyne Guimara dans Une vie, une œuvre, l'émission de Michel Cazenave et Pascal Lismonde, en date de mars 1999. Nous ouvrons cette conversation comme Tacite lui-même a ouvert les histoires de ces 2 œuvres majeures. La tonalité est donnée, me semble-t-il. Alors en effet, parce que nous sommes tout à fait au début des histoires qui traitent donc de cette période qui a suivi l'assassinat du dernier Julio Claudien, c'est-à-dire de Néron. Et on entre dans une année extrêmement étrange, qu'on appelle généralement l'année des 3 empereurs, où pour prétendre à la succession des empereurs Julio-Claudiens, 3 chefs de guerre vont s'entretuer, se battre, Galba, Othon, Vitellius, dans une période très brève. Et finalement, Rome est dans une guerre civile épouvantable, dans une tension épouvantable, avec l'assassinat successif de tous ses prétendants. Jusqu'à ce qu'arrive enfin Vespasien qui va rétablir la paix en 69. Mais cette tonalité assez sinistre pourrait s'élargir, en fait, à d'autres moments. Alors, je voudrais que vous nous rappeliez, Xavier Darcos, ce qu'a été le destin de cet historien sur le fond d'une histoire, comme vous le dites, extrêmement troublée, avec ces 3 moments des Julio-Claudiens, des Flaviens et des Antonins. Alors, Tacite est né sous Néron. Il est né en 58. Néron, comme vous le savez, a été empereur de 54 à 68. Donc, il naît au milieu du règne de Néron. Les derniers Julio-Claudiens. Le dernier des Julio-Claudiens, qui va mourir assassiné. Néron est très connu, je crois, du grand public, parce que c'est une figure extrêmement visible d'un pouvoir personnel qui dérive complètement. C'est un homo novus, c'est quelqu'un qui vraisemblablement vient d'une famille d'origine gauloise, enfin de la Gaule, pas gauloise, mais de la Gaule, de Vaison-la-Romaine, on pense généralement, et qui va faire une très très belle carrière. C'est un homme neuf, un homo novus, comme on disait. C'est le premier de sa famille qui va accéder au consulat. Il a fait une très belle carrière, très rapide, après une formation. On pense qu'il a été l'élève de Quintilien, qui était le grand orateur, le grand rhéteur, le grand formateur de l'élite romaine. De la rhétorique. De la rhétorique. Et d'ailleurs, on le voit, puisque son premier texte, un dialogue des orateurs, c'est un texte qui réfléchit à la question de la langue, de la puissance de la langue, du pouvoir de l'orateur sur son auditoire, c'est une question de la rhétorique, tout simplement, une question qui a toujours passionné les Romains. Et les Grecs avant eux. Et les Grecs avant eux, évidemment. D'ailleurs, quand on dira Rome, il faudra toujours se souvenir que, quand même, Rome doit beaucoup à la Grèce, notamment sur le plan des idées et de la philosophie. Et il fait un mariage, on dirait un beau mariage, comme on dirait aujourd'hui, puisque il épouse donc Julia Agricola, une jeune femme qui est née à Fréjus. Fille d'un consul. La fille du consul, en effet, Agricola, dont il écrira ensuite la biographie. Et ensuite, sa carrière progresse, et notamment, elle progresse malgré les aléas
dernier des Flaviens. Donc on a bien vu, après les Julio-Claudiens arrivent les Flaviens, c'est-à-dire Vespasien, Titus et Domitien. Vespasien pacificateur, Titus qui est aussi un prince aimé, estimé, quoique le début de sa carrière ait été très violente dans la répression en Judée. Et le dernier, Domitien. Autre sombre empereur. Alors qui fait retomber complètement dans les horreurs de Caligula, Claude ou Néron, un empereur violent, très très brutal, qui entretient des relations très compliquées avec le Sénat, et qui finalement sera assassiné. C'est sous lui que Tacite commence vraiment sa carrière, qui est une belle carrière, à vrai dire. Il la commence d'autant plus qu'il essaie de ne pas être à Rome, parce que c'est plus prudent. Oui, parce que Domitien a décimé littéralement le Sénat. Vous savez que Domitien, à sa mort, il a été victime de la damnatio memoriae, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne pourrait plus jamais seulement citer son nom. Il faut dire qu'il a laissé comme nom un très mauvais souvenir. On aurait pu appliquer ce châtiment posthume à d'autres de ses prédécesseurs. Sans aucun doute. Enfin, on l'a fait pour Domitien en tout cas. Et donc, comme vous le dites, c'est le moment où Tacite va confirmer une carrière extrêmement prestigieuse, mais en étant loin des coups, si je puis dire. Consul tout de même, et ensuite s'éloignant comme gouverneur d'Asie, c'est un poste essentiel. Eh ben, un poste énorme. Donc une carrière absolument incroyable. Sous les Antonins, c'est-à-dire Nerva, Trajan et Adrien. Et en particulier, Adrien, sous Trajan, puisque c'est sous Trajan, entre 98 et 117, que les œuvres de Tacite sont écrites. Vous avez évoqué les premières publications, le dialogue sur les orateurs, et puis il y a une réflexion sur la germanique qui est très importante, parce que nous allons naturellement parler des relations de Tacite avec l'Empire romain, et puis la vie d'Agricola, c'est-à-dire son beau-père. Alors les deux textes sont écrits pratiquement au même moment, dans les années 95-100, dirait-on. Ils sont très intéressants. Alors, Agricola, il s'agit évidemment d'une œuvre de piété, comme aurait dit un Romain, c'est-à-dire de respecter la piété filiale et de saluer un grand général, un personnage très important de son temps, qu'il admire beaucoup, qu'il admire très sincèrement. Mais c'est aussi une manière de faire de l'ethnographie, de réfléchir à ce qu'est la conquête romaine dans ces contrées. Il y a d'ailleurs une observation intéressante chez Tacite sur Agricola, vivant, mort. C'est-à-dire qu'à la fin du récit, qui a décrit évidemment Agricola colonisateur, il revient à la personne d'Agricola. Et il dit pourquoi est-ce qu'au fond j'en parle encore, pourquoi il compte pour moi. C'est pas parce qu'il a été un colonisateur, c'est parce que c'est une personnalité exceptionnelle. Et du coup, il réfléchit à ce qu'est un mort pour un vivant, un grand mort pour un vivant. Et c'est là qu'il y a ces formules qui ont été réutilisées souvent. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Il dit, il doit y avoir un lieu où vivent ces gens d'exception. En tous les cas, ils vivent dans nos cœurs. Il nous reste un exemple et nous conduisons nos vies en pensant à eux. C'est ça, la seule et vraie immortalité. Agricola est immortel parce que je pense à lui. Eh bien, c'est une belle mission qui est la nôtre, nous autres historiens. Eh oui. Alors, les deux œuvres majeures, Xavier d'Arcos, prennent de temps, en quelque sorte, à rebrousse-poil, si je puis dire. Les histoires sont publiées en 109 et les annales en 120. Un mot sur ce qui a été, c'est Sa Majesté le hasard qui a fonctionné, ce qui a été conservé, ce qui a été perdu. Je ne sais comment vous expliquer pourquoi les choses ont été perdues. Et il nous manque beaucoup de choses, notamment Auguste. Il aurait été tout à fait passionnant de la voir. Caligula aussi, Tibère. Il nous manque une partie de Caligula, il nous manque Tibère. Et les annales, les histoires aussi s'arrêtent assez brutalement. Alors, les histoires, ce sont les Flaviens, c'est-à-dire de Vespasien à Domitien, n'est-ce pas? Et puis les annales qui sont postérieures remontent en arrière. C'est ça, c'est à l'envers. Et on peut évidemment regretter notamment qu'il nous manque toute la période concernant Auguste et Tibère. Je voudrais que nous disions un mot du style, de ce style qui est vraiment sans pareil. Sainte-Beuve disait « Sa langue est si forte qu'elle nous oblige à penser comme lui ». Oui. En fait, dès son époque, on a considéré que Tacite inventait une langue. C'est une manière de penser, d'écrire qui n'était pas si courante. Enfin, il a inventé un style qui se caractérise de trois manières. D'abord, extrêmement elliptique, un passage très rapide d'une idée à une autre, l'absence de verbe parfois, la syndète, l'absence de liaison. Donc, on est obligé de s'accrocher, si je puis dire. On ne peut pas le lire comme on lirait un texte romancé. Oui, La deuxième caractéristique, c'est sa capacité à mettre à distance ce qui est raconté du ton qui est utilisé pour le raconter. Il y a une sorte de séparation entre l'horreur décrite
et le ton utilisé, qui est toujours un ton un peu distant, comme décrivant un peu d'un ton d'entomologie, c'est comme ça qu'il fait. Avec parfois des effets d'humour noir. Avec beaucoup d'humour noir, vous avez 1000 fois raison, avec une mise à distance, avec une sorte d'ironie tragique. Alors il passe constamment du gros plan à la description. Et voilà, et c'était d'ailleurs ce que j'allais dire, le troisième point. En plus, ce système narratif qu'on pourrait appeler cinématographique, vous allez avoir des grands panoramas, et puis subitement un arrêt sur un personnage. Vous êtes en train de décrire, je sais pas, une débâcle militaire ou un camp où tout le monde circule dans le camp militaire, etc. Et puis subitement un éclairage sur un personnage, un des héros, ou même parfois un personnage obscur qui subitement devient l'exemple, le microcosme qui décrit le macrocosme. Alors un exemple que je vous propose, c'est la mort de Sénèque. On se rappelle que Sénèque, le stoïcien, le philosophe, avait été le maître de Néron. Alors Sénèque est une des victimes de Néron. Néron, dans la fin de son règne, commence à s'impatienter de l'influence de son ancien précepteur. On se rappelle évidemment Britannicus de Racine et ce même Sénèque et ce même Burrus qui depuis Rome alors honorait leur vertu. Je vous félicite de citer Racine, qui cite d'ailleurs Tacite. Donc Burrus est le premier à disparaître. Et Néron a décidé de se débarrasser de Sénèque, qui est assez maladroit pour se trouver plus ou moins lié, on ne sait de quelle manière, dans la fameuse conjuration des Pisons, qui est une conjuration qui cherche à faire tomber Néron, la famille Pison, où on va retrouver Lucain, où on va retrouver Pétrone, qui vont tous être là-dedans, et Sénèque semble plus ou moins associé à cela, bien qu'il se soit déjà un peu retiré. En tous les cas, Néron en profite pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce tuteur. Et lui donner instruction de se suicider. Et lui demande de se suicider. De se donner la mort. C'est ce qu'est Eh bien, écoutons ce texte. C'est une lecture d'Henri Virlejeu que j'ai emprunté à l'émission de Michel Bidlowski d'avril 90, l'émission célèbre à France Culture Panorama. Lorsqu'il eut tenu ces propos et d'autres semblables, adressés à tous, il prend sa femme dans les bras et, en dépit de la force d'âme dont il faisait preuve, quelque peu ému, lui demande, la prie de modérer sa douleur, de ne pas s'y complaire à jamais. Au contraire, elle lui assure qu'elle est bien résolue à mourir et elle demande quelqu'un pour la frapper. Alors Sénèque, ne voulant pas la priver de cette gloire et en même temps poussé par l'affection, pour ne point l'abandonner, lui dit « Je t'avais montré ce que la vie peut avoir de douceur. Toi, tu préfères la gloire de mourir. Je ne te priverai pas de donner un tel exemple. Que la fermeté dont témoigne une fin aussi courageuse soit pareille de ta part et de la mienne, mais qu'il y ait plus d'éclat dans ton départ, à toi, de cette vie. » Après quoi, d'un même coup, il s'ouvre le bras. Sénèque, comme son corps, âgé et affaibli par la frugalité de son régime, ne laissait couler le sang que lentement, s'ouvrit aussi les veines des jambes et des jarrets. Épuisé par des souffrances terribles, et pour ne pas briser par ses propres douleurs le courage de sa femme, et de craindre qu'en voyant ses tourments, à elle, il ne finisse par manquer de fermeté, il la décide à se retirer dans une autre chambre. Sénèque, pendant ce temps, comme l'attente de la mort durait interminablement, prit Statius Annaeus, qu'il estimait pour la longue fidélité de son amitié et son habileté de médecin, de lui donner le poison, prévu depuis longtemps, qui servait à faire mourir les hommes qu'un jugement des tribunaux athéniens avait condamnés. On le lui apporta, et il le but. Mais en vain, car ses membres étaient déjà froids, et son corps insensible à l'effet du poison. Finalement, il entra dans un bassin plein d'eau chaude, aspergeant les esclaves qui se trouvaient tout près, et il dit alors qu'il offrait ce liquide en libation à Jupiter libérateur. Après quoi, il fut transporté dans une étuve, dont la chaleur lui fit rendre le souffle. Voilà une scène assez représentative de l'art de Tacite, Xavier Darcos. Oui, parce qu'il y a aussi une ironie, parce que si on continue le texte juste après, l'épouse de Sénèque ne meurt pas.
Donc, et puis cette volonté à tout prix de mourir et de ne pas y arriver. Enfin, il y a cette distance, cette manière aussi lorsqu'il saute dans la piscine de faire une libation. Enfin, tout ça est vraisemblablement un peu édulcoré ou arrangé par Tacite, et pour arriver à faire une scène, alors au sens littéraire du thème. C'est une scène complète avec son scénario et sa fin. S'il y a dans toute cette œuvre magnifique de Tacite que vous aimez tant, Xavier Darcos, s'il y a une continuité, une omniprésence, c'est celle de l'obsession de la décadence. Alors Tacite n'est pas le premier, parce que les historiens romains qui l'ont précédé, je pense notamment à Salluste, un contemporain de Cicéron, et à Tite-Live, qui est un contemporain d'Auguste. Tite-Live qui disait « Nous ne pouvons supporter ni nos vices ni leurs remèdes ». Exactement, c'est une très belle formule. Ils avaient déjà posé cette question, parce qu'en fait, les Romains se posaient à eux-mêmes cette question qui est simple. Comment se fait-il qu'une bourgade du Latium, au 7e siècle avant Jésus-Christ, soit devenue la maîtresse du monde? Est-ce que c'est parce qu'on est les meilleurs? Est-ce parce qu'il y a un destin qu'il a voulu? Et jusqu'à quand cela va-t-il durer? D'où la question de la décadence est une question qui est très posée. Tite-Live, dans la préface de son histoire, de ses Abrobé Condita, de son histoire romaine, dit je sais pas, je décris une perfection, mais quand viendra-t-il après? Et Tacite, donc, s'inscrivant dans cette tradition, montre que cette décadence, en effet, est là. Et qu'elle a été là, en tout cas, sous les Julio-Claudiens, sous les prédécesseurs des Antonins, des prédécesseurs des gens qui vivent à son époque. D'ailleurs, la déploration, c'était mieux avant, ne date pas de notre époque. Non, pas vraiment. Et on la trouve déjà chez Caton l'Ancien. O tempora, o mores. Ça, c'est Cicéron qui dit ça. Oui, mais qui cite Caton. Ce qu'on trouve dans les pages roses du Larousse, Tempus et Dax Rerum. Ah, formule aussi qu'on trouve chez Osovitz, celle-là. Tempus, c'est le temps qui mange, qui dévore. Dans les Dax, vous retrouvez la racine de la dent, et qui mange les choses. Au centre de cette inquiétude, que l'on trouve donc vraiment très présente chez Tacite, il y a toute une réflexion sur l'expansion impériale. La capacité de diffusion, d'influence sur le monde connu, et en même temps le risque que les barbares alentour, à un moment donné, viennent, c'est d'ailleurs prémonitoire, mais à très long terme, viennent mettre à bas l'Empire romain. C'est exactement cela. Ce qui est très frappant, c'est qu'à la fin de chaque règne, je dirais à la fin du règne d'Auguste, ou de Tibère, ou de Vespasien, dans leur dernière volonté, chacun de ces empereurs dit à son successeur potentiel, écoute, cette fois-ci, nous avons fixé le limès, n'allons pas chercher d'autres provinces, c'est déjà très difficile comme ça, l'empire est assez grand. Le limès, c'est-à-dire la frontière. La frontière. Et évidemment, personne n'y arrive, non seulement parce que l'esprit de conquête reste important, mais tout simplement aussi parce qu'il y a des guerres périphériques qu'il faut traiter. Et notamment sur les frontières du Nord-Est, c'est-à-dire les frontières de la Germanie, qui est un peuple qui ne cesse d'être habité par des agitations et des ambitions, et surtout qui lui-même subit la poussée des tribus nomades qui viennent de l'Est, du centre du continent européen, et qui d'ailleurs seront à l'origine de la chute de Rome 4 siècles plus tard. Donc il y a une vision juste de ce qu'est la Germanie, ou les Germains, plutôt de ce que sont les Germains par rapport au destin futur de Rome. Mais c'est d'abord de la Bretagne que s'occupe Tacite à cause précisément de son lien familial. Agricola, son beau-père, ayant été le conquérant de la Bretagne. Et c'est l'occasion déjà de textes qui sont assez ambivalents. Je voudrais que nous y attardions un instant. Alors, aussi bien là, les Bretons, que décrit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, comprenons-nous bien, que décrit la vie d'Agricola, que la Germanie, qui décrit donc les Germains. Ces deux textes sont ambivalents pour au moins une raison qui saute aux yeux, c'est que il s'agit bien de parler de peuples qui ont été conquis, qui ont été soumis, et qui étaient considérés comme devant l'être, des non-civilisés, des barbares, des ennemis, des mœurs qui n'étaient pas celles des Romains. Et donc, il y a cette idée de la supériorité dont ne doutaient pas une seconde les Romains de leur civilisation sur les autres. Légitimité absolue. Oui, c'est normal. D'autant, mais en plus dans une volonté d'assimilation. Le mot colonisation est rarement utilisé pour l'Empire, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Mais en même temps, ce qui frappe Tacite, c'est que aussi bien les Bretons, mais peut-être plus encore les Germains, ils ont conservé un certain nombre de vertus, alors au sens latin, une force virile, de valeur, de sens moral,
qui manque peut-être à Rome et qui explique la décadence romaine. Ils sont l'image de ce que peut-être Rome a perdu. Vigueur, indépendance, rôle des femmes, respect du mariage, mépris des richesses, courage physique. Et au fond, il y a un double jeu constant chez Tacite qui, à la fois, ne conteste pas la colonisation romaine, et surtout pas Agricola, son beau-père, colonisateur s'il en est, et qui, en même temps, dit peut-être que nous avons des leçons à recevoir de cette vie frustre, sans aucun doute, mais honorable et vertueuse de ces gens que nous avons colonisés. Il y a un texte fameux où il prête au breton Calgacus, en face d'Agricola, des propos qui sont restés célèbres. Il écrit « Les Romains pillards du monde, lorsque leur rage de dévastation universelle ne trouve plus de terre, c'est sur la mer qu'ils sondent, cupides quand l'adversaire est riche, arrogants quand il est pauvre, ni l'Orient ni l'Occident ne les ont rassasiés. Seuls entre tous, ils convoitent richesses et haillons avec une même passion. Enlevés, égorgés, pillés, dans leur vocabulaire, c'est l'Empire. » Et cette phrase tellement célèbre qui clôt cette apostrophe, partout ils font le vide et ils l'appellent paix. Vous pourriez le dire en latin, j'imagine. Oui. Ubi solitudinem faciunt pacem, appellante. Là où ils font une solitude, un désert, ils disent « nous avons fait la paix ». Mais juste un mot sur le discours de Calgacus. Oui. En effet, c'est un discours extraordinaire que prononce Calgacus. Mais qui l'écrit? Tacite. Et donc là, on a un exemple typique de faire dire à un barbare, un supposé barbare, un colonisé, une forme de réflexion qui est de l'ordre de la vérité générale, que sans aucun doute, Tacite ne trouve pas déplacé. Donc on a un exemple de ce que vous disiez très, très justement tout à l'heure, Jean-Noël Jeanneney, c'est-à-dire cette espèce de double jeu du discours dénonciateur de Tacite. Dénonce-t-il les barbares ou dénonce-t-il ce que les barbares disent de la civilisation romaine? À la lumière de nos 2 siècles de colonisation et de décolonisation, ces textes prennent une saveur spécifique. Nous avons exactement la même évolution du discours sur la colonisation. Alors il y a la Bretagne et puis il y a naturellement obsession pour tous ces contemporains de Tacite du 1er siècle après notre ère, c'est la Germanie, qui est au centre du récit, des préoccupations de notre grand Tacite auquel nous consacrons cette émission. Germanicus est un des seuls héros auquel il donne une place vraiment révérée. Germanicus, fils de celui qui a battu les Germains. Le père d'Agrippine. Le père d'Agrippine. Mais oui, c'est une obsession parce que c'est la partie, je dirais, à la limite des frontières de l'Empire qui est sans arrêt la plus agitée. Et où il y a des très mauvais souvenirs. Vous savez, la fameuse tentative de soumettre les Germains du général Varus. Où sont mes légions, dit Auguste. Oui, c'est ça, Auguste, il dit Varus, rends-moi mes légions. Et qui est devenu un proverbe. Quand on veut dire un désastre absolu, chez Romain, on dit clades variana. Un désastre digne de Varus. Donc c'est vraiment dans la mentalité des Romains que le jour où les Germains ont écrasé les légions de Varus, que c'est un modèle de l'échec romain, quoi, si vous voulez. Eh bien, écoutons donc la manière dont Tacite parle des Germains, en particulier des femmes de la Germanie. On y trouve probablement certains fantasmes. Enfin, vous allez en juger. C'est une lecture de Jean Negroni dans Une vie, une œuvre de Michel Cazenave et Pascal Lismond en mars 1999. Le principal aiguillon de leur courage, c'est que leurs troupes ou bataillons ne sont pas le résultat du hasard, ni d'un amas fortuit d'hommes. Ils sont formés de membres de la même famille et de parents. Tout près d'eux sont les gages de leurs affections. Ils peuvent entendre les cris des femmes éplorées et les vagissements des enfants. C'est de là qu'ils attendent les plus grandes louanges. Ils viennent montrer leurs blessures à leur mère, à leurs femmes. Elles portent aux combattants des vivres et des exhortations. On raconte que des armées qui déjà pliaient et lâchaient pied avaient été ralliées par les femmes grâce à l'obstination de leurs prières, à leur poitrine présentée aux fuyards, à la menace d'une captivité imminente, sort qu'ils redoutent bien plus fortement pour leurs femmes que pour eux-mêmes. Aussi, n'y a-t-il pas de moyen plus sûr pour lier la volonté de leur ville que d'exiger pour otage des jeunes filles de naissance ?
Ils supposent aux femmes je ne sais quoi de saint et de prophétique, et ils ne méprisent pas leurs conseils, ni ne négligent leurs réponses. Nous avons vu sous Vespasien Véléda, honorée chez plusieurs peuplades comme une divinité. Les Germains et les femmes de Germanie, Xavier Darcos. Oui, alors, d'abord, est louée la monogamie, la chasteté et les coutumes maritales germaniques, qui évidemment sont l'inverse, le négatif de ce qui se passe à Rome, mais surtout le fait que les femmes soient associées à la vie collective, y compris guerrière, la vie juridique, la vie politique, et tout cela est assez loin quand même de la manière de penser des Romains. Et je crois que c'est une fois de plus, c'est une manière de dénoncer l'immoralité rampante de la société romaine, et aussi l'image qu'il donne de quelques femmes dans ses œuvres, qui sont des femmes de pouvoir, mais qui sont aussi des viragos, des femmes destructrices. Je vais vous donner tout à l'heure Messaline et Agrippine. Voilà. Ne soyez pas impatients. Je suis pas impatient du tout, et je ne veux pas du tout être misogyne, mais je veux dire que dans le côté un peu insistant de Tacite sur les femmes admirables que l'on trouve en Germanie, il y a peut-être là aussi une contre-image de ce qu'est la réalité de la politique romaine. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Quoi qu'il en soit, la mort des deux femmes que je viens d'évoquer nous conduit directement à une réflexion plus synthétique dans cette émission consacrée à Tacite sur cette violence concentrée dans le pouvoir impérial. Il y a les folies du pouvoir. Il vous arrive même dans votre livre de rapprocher cette époque avec le fameux feuilleton américain The Games of Thrones. Oui, parce que quand même ce qui frappe beaucoup lorsqu'on lit en continu ces œuvres, c'est la place considérable de la violence, de l'assassinat, de la mort, et qui vient de qui? Qui vient du pouvoir. Il n'y a pas comme chez Tite-Live des successions de morts guerrières, des successions de discours de chefs militaires qui disent battez-vous, puis après on décrit des combats. Les batailles restent assez abstraites chez Tacite. Tout à fait, alors que c'est la grande tradition historiographique depuis Homère. Hein. Bon, donc il n'y a pas tout ça, mais il y a une violence épouvantable, une cruauté qui généralement est liée à la volonté de conserver le pouvoir ou de le prendre. Alors c'est peut-être la tare initial d'ailleurs du pouvoir impérial, parce que ce qui a fondé le pouvoir impérial romain, c'est la mort de César, c'est l'assassinat de César, les Ides de Mars, par une élite romaine et par sa propre famille, par son propre fils adoptif. Donc peut-être que cette scène primitive va se répéter, et de fait, lorsqu'on regarde les Julo-Claudiens, c'est-à-dire les successeurs immédiats d'Auguste, Tibère a fui à Capoue parce qu'il avait peur de se faire assassiner, mais les successeurs, Caligula, Claude et Néron, sont tous les trois assassinés. Aucun ne meurt dans son lit de ces gens-là. Donc il y a une violence du pouvoir qui est réelle quand même, mais dont Tacite, évidemment, fait ses délices avec des descriptions incroyables et d'une violence inouïe. Il rôde toujours alentour la peur, la jalousie, la servilité. La peur est omniprésente. Absolument, parce que c'est ce qui a beaucoup frappé, comme vous le savez ensuite, les lecteurs de Tacite qui sont intéressés à la question du pouvoir, de Machiavel, Hobbes et d'autres. Parce que le pouvoir personnel, au fond, il est accepté, si on peut dire par l'opinion publique, le mot n'a pas de sens pour l'époque romaine, enfin, il est en gros accepté par l'élite romaine, parce qu'il préfère à une injustice et un désordre. Il y a un seul chef, il y a un pouvoir, les choses sont tenues, bon, c'est mieux que la guerre civile. La hantise première, c'est la guerre civile. Mais en même temps, tout passe par ce pouvoir. C'est un pouvoir qui peut être tyrannique, qui peut être despotique, qui peut être fou, comme ce fut le cas de Caligula, comme il peut être, au contraire, éclairé, comme il le sera avec Trajan. Et donc le pouvoir personnel n'est pas contesté, l'idée d'un empire n'est pas contestée, d'un chef unique n'est pas contestée, mais évidemment, ça a des conséquences terribles quand le chef est corrompu. Et surtout, quand il est entouré de traîtres, de lâches, de gens qui sont prêts à se ruer dans la servitude, qu'on appellera les sénateurs. Ce qui est assez fréquent. En tous les cas, c'est ce que pense Tacite. Je parle du Sénat de l'époque, naturellement. Ruunt in servitudinem, dit-il lorsqu'ils arrivent. Ils se sont rués dans la servitude. Ce qui est repris par la Boétie, le grand ami de Montaigne, plus tard, mais restons à l'époque de Tacite, si vous le voulez bien, Xavier Darcos.
Et pour illustrer ce que vous venez de dire, rien de mieux, je pense, qu'un texte très célèbre sur Néron. Néron et l'incendie de Rome. Néron est le martyr des chrétiens. Et c'est toujours Henri Virlejeu qui est le lecteur de ce texte. Aucun moyen humain, aucune largesse du prince, aucun rite destiné à apaiser les dieux ne pouvait éloigner la rumeur infamante selon laquelle l'incendie avait été allumé sur ordre. Aussi, pour étouffer ce bruit, Néron supposa des accusés et frappa des peines les plus raffinées les gens détestés à cause de leurs mœurs criminelles que la foule appelait chrétiens. Celui qui est à l'origine de ce nom est Christ, qui, sous le règne de Tibère, avait été condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée sur le moment, cette exécrable superstition faisait sa réapparition non seulement en Judée, où se trouvait l'origine de ce fléau, mais aussi à Rome, où tout ce qui est, partout, abominable et infâme, vient aboutir et se répand. Donc on arrêta d'abord ceux qui avouaient. Puis, sur leur dénonciation, une foule immense qui fut condamnée, moins pour crime d'incendie que pour sa haine du genre humain. Leur exécution fut transformée en jeu. On les revêtit de peau de bête, et ils périrent sous la morsure des chiens, ou bien ils furent cloués à des croix, ou bien on y mit le feu, pour que lorsque le jour baissait, ils brûlent et servent d'éclairage nocturne. Néron avait prêté ses jardins pour ce spectacle, et il donnait des jeux de cirque en habits d'aurige, mêlés à la plèbe, ou debout sur un char. Aussi, à l'égard de ces hommes coupables, et qui méritaient les derniers supplices, montait une sorte de pitié, à la pensée que ce n'était pas pour l'intérêt de tous, mais pour satisfaire la cruauté d'un seul, qu'ils périssaient. Néron, les chrétiens, ce mélange d'ironie dévastatrice, d'angoisse, de désenchantement, qui est le ton de Tacite et qui s'applique en particulier à l'émergence des chrétiens. Son regard est d'ailleurs ambivalent. Oui, alors la secte chrétienne, comme elle était nommée, elle suscitait des jugements contrastés parce que précisément parce qu'elle ne s'organisait pas, en fait. Il y avait d'autres rites orientaux, il y avait Isis, Mitra, enfin, il y avait d'autres dieux, mais ils s'étaient constitués de sortes d'églises, de sectes, de groupes. Et puis c'était un polythéisme, d'une façon ou d'une autre, on acceptait différents types de Il y avait un Mitraeum, un Isiaeum, c'est-à-dire des églises où les disciples d'Isis ou de Mitra, les chrétiens, c'était secret, c'était une secte secrète. Et puis, il n'y a pas la possibilité que donne le polythéisme, qu'évoque si bien votre très cher Ovide, c'est-à-dire finalement de se fondre dans un ensemble. Absolument, l'idée d'un Dieu unique, absolu, d'un salut. Enfin, tout ça est assez loin quand même de la pensée. Donc ça appelle la violence et en même temps chez Tacite, il y a finalement une commisération. Oui, alors il y a, je le répète, donc quand même, c'est quand même une secte à qui on n'a pas tellement envie de faire de cadeaux. Mais ce sont aussi des gens, des hommes, des braves gens au fond. Et ce que montre ici très parfaitement Tacite, c'est que là, le bonheur sadique de mettre à mal tout un peuple est plus fort que la volonté tout simplement de justice. Et en plus, il est clair que personne ne pense que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Tout le monde sait. Le texte que nous venons d'entendre le dit très bien. Tout le monde sait que c'est Néron et que c'est lui qui a mis le feu à Rome pour pouvoir faire l'Héliopolis, la cité nouvelle dont il rêvait, puisque Néron, parmi les folies de son règne, il y avait l'obsession de faire de Rome un nouveau centre solaire dont il serait lui-même le dieu soleil. Vous savez qu'il avait même fait une maison qui tournait, qui accompagnait le mouvement des astres, qu'on a retrouvé, une maison qui tournait sur elle-même, la maison dorée. Donc il y avait quand même une sorte de folie, certainement empruntée à des cultes plutôt grecs que latins, d'un héliocentrisme. Et donc il fallait faire brûler Rome pour faire autre chose, pour faire Néropolis, quoi, vous voyez. On arrive à l'extrême du despotisme Ah oui, alors là, c'est le sommet. Alors, peut-être y a-t-il beaucoup d'exagération dans ce que raconte Tacite. Moi, je ne suis pas spécialiste de Néron. Mais enfin, il y a en tout le cas là une volonté de décrire l'aboutissement complet de la folie
totale au pouvoir qui s'accompagne d'une jouissance de détruire, de nuire, brûler la ville et brûler les gens. Enfin, c'est même très fort. Et regardant cela, Tacite ne donne pas l'impression de vouloir proposer une sorte de réflexion sur l'histoire de l'humanité. C'est une évidence qu'il faut un prince. Il ne pense pas vraiment à la démocratie comme les Grecs. Oui. Mais il écrit quelque part, au moment où Claude va disparaître, en fait empoisonné par Agrippine, sa femme, il dit « Pour moi, plus je repasse en mon esprit des faits récents ou anciens, plus l'absurdité m'apparaît conduire les affaires de l'humanité. En effet, la renommée, l'espoir, le respect désignaient pour l'Empire n'importe qui, sauf Claude, que la fortune tenait caché pour en faire un prince. » Ce qui nous conduit à une réflexion sur la succession, car c'est un sujet très compliqué, qui est au centre de l'œuvre de Tacite que nous considérons ce matin. Oui, il y a deux aspects dans la question de la succession. Il y a le fait que ce sont quand même d'abord, lorsque l'empereur meurt, ce sont des armées qui choisissent. Et la venue de Claude au pouvoir est tout à fait typique, n'est-ce pas? Après la mort de Caligula, il faut trouver un empereur. Il règne un climat d'assassinat dans le palais impérial. Les centurions qui ont tué Caligula circulent dans les couloirs. Ils voient un rideau qui bouge. C'est Claude qui est caché, accroupi derrière le rideau, terrorisé, pensant qu'il est le suivant. Les centurions tirent le rideau, voient ce type qui dit « Surtout ne me tuez pas », ils le mettent debout, il dit « Tu es l'empereur ». Et ils le choisissent parce qu'il est faible. Alors ça, c'est un premier aspect de la succession qui en montre déjà l'absurdité. La phrase que vous venez de lire, elle évoque cette situation. On a choisi le plus nul pour le transformer en empereur. J'exagère parce que Claude n'était pas aussi nul, mais enfin c'est comme ça que c'est présenté. Toujours un hasard et d'autre part des calculs parfois chez d'autres. Auguste dont parle également Tacite, il en dit « On le vit s'élever insensiblement et attirer à lui l'autorité du Sénat, des magistrats, des lois. Nul ne lui résistait. Les plus fiers républicains avaient péri par la guerre et la proscription. » Tantôt un long calcul et tantôt voilà. hasard. Alors, la phrase que vous venez de citer à propos d'Auguste, ça c'est la deuxième version. La première, c'est on choisit le plus faible. La deuxième, c'est que on a compris que c'est comme ça que ça se passait, que ce n'est pas forcément le fils de l'empereur qui deviendra empereur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'empresse de l'éliminer, Britannicus, et que ce sont des intrigues longuement conduites auparavant qui vont conduire à devenir l'adopté du prince précédent, ou tout simplement le reconnu par l'élite qui dit finalement ça sera lui le meilleur. Et donc il y a ce double jeu de la succession au pouvoir, soit pour de très mauvaises raisons, soit pour des raisons d'intérêt qui exigent de longs calculs et qui sont bordés d'assassinats, de manœuvres de toute nature. Donc dans les deux cas, c'est quand même pas absolument idéal pour faire une succession parfaite de la transmission du pouvoir. Avec très souvent le rôle des femmes préoccupées de pousser leurs rejetons. La caricature, c'est Agrippine, évidemment, qui se veut à tout prix que son héron devienne empereur. Non seulement pour qu'il le soit, mais pour qu'elle le soit elle, parce que dans sa première partie de sa vie, elle a une influence considérable sur Néron, qui voue un culte à sa mère, et donc en faisant venir Néron au pouvoir, Agrippine sera le véritable empereur, jusqu'à ce que Néron, lorsqu'il arrive à la trentaine, commence à en avoir assez et veut se débarrasser d'elle. Avec un conflit que Racine, nous l'avons évoqué déjà tout à l'heure, peint magnifiquement dans Britannicus. Absolument. Claude a eu deux femmes, toutes les deux assez célèbres, Messaline d'abord, Agrippine de l'autre. Leur fin à toutes les deux a été assez brutale. Tragique en tout cas, ça donne lieu à des scènes d'une très grande beauté et d'une très grande violence. Eh bien, vous souhaitez les entendre, les voici. Voici d'abord Messaline, la mort de Messaline. C'est une scène qui est lue par Roland Auguet en 1974 dans Les chemins de la connaissance, sur France Culture. Messaline avait installé sa mère Lépida dans la maison de Valerius Asiaticus, confisquée à la mort de celui-ci et devenue propriété impériale. C'était auprès d'elle qu'elle s'était réfugiée. Lépida essayait de lui rappeler que, selon la vieille sagesse, léguée comme un héritage dans les familles romaines, il fallait regarder la mort en face si elle se présentait. Mais Messaline aspirait la fraîcheur automnale qui venait des jardins de Lucullus. Elle ne désespérait pas encore. Elle avait bien cru entendre du bruit du côté de la maison. Elle se souleva et aperçut un homme qui courait de son côté. C'était Évodus. Évodus avait toujours haï sa beauté,
parce qu'il était malpropre et laid, et qu'il n'avait pu prétendre à la posséder. Il servait de scribe à Claude, et s'était rendu indispensable par son érudition et sa facilité à écrire vite. La haine le faisait ricaner et l'empêchait de parler. Il arriva tout près de Messaline, et comme sa stole avait glissé et découvrait son sein, d'un revers de main, de toute sa force, il frappa sur ce sein dont la beauté l'avait outragé si longtemps. Messaline ne put retenir un cri de douleur et défaillit. Évodus la prit par les cheveux, la secoua en lui criant « Chienne, méretrice de subur !» Et, tentant de déchirer sa tunique de haut en bas, il lui disait « Montre-nous ton corps avant de mourir. » Mais le tribun suivi des soldats venait d'arriver. Il écarta avec violence Évodus, lui faisant observer que la justice de César doit être plus mesurée et plus silencieuse. Comme l'Épida avait tendu à sa fille un poignard qu'elle avait sous ses vêtements, il se tint à quelque distance et il détourna les yeux pour ne pas la gêner à cette seconde suprême. Mais il faut un grand courage pour se frapper soi-même avec une arme aiguë. Quand on a cherché le plaisir toute sa vie, on n'est pas préparé à se donner la douleur. Messaline tenta à plusieurs reprises de se porter un coup mortel. Elle ne fit que s'égratigner légèrement. La vue de son sang l'effraya et elle cacha sa tête dans ses mains. Alors, le tribun plein de pitié s'avança à pas de loup derrière elle, tira son épée et lui donna un grand coup sous l'aisselle qui la traversa de part en part et la tua net. Puis, s'étant assuré de la mort, il s'éloigna avec les soldats. Xavier Darcos, avant tout commentaire, expliquez-nous ce que c'était que la méretrice de Subur. Méretrice, ça veut dire la putain, pour parler clair. Subur, c'est une sorte de bois de Boulogne nocturne. Oui, c'est exactement ça. C'est un quartier très mal famé. C'est le quartier où se trouvent les maisons de passe, enfin des choses, les bas quartiers. La cour des miracles de Rome. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, on parle d'une femme qui a 20 ans, hein, c'est une toute jeune femme. C'est la force dramatique, romanesque du récit. Ce personnage aigri qu'il a toujours désiré, qui ne peut pas l'avoir et qui quand même essaie de la dénuder une dernière fois. Ce centurion qui prend pitié, ça devrait être l'inverse. C'est celui qui était son compagnon qui devrait la soutenir. Le centurion dont le métier c'est de tuer, il devrait être sans pitié. Il y a un renversement des rôles, il y a un éclairage. Enfin, c'est une œuvre, là quand on parlait de la qualité littéraire de Tacite, on a ici une page admirable. Il y a un sens de la mise en scène extraordinaire et vous voulez, je crois, qu'on évoque aussi la mort d'Agrippine. On a quelque chose du même ordre. Alors, vous me faites une transition, je vous remercie, je suis très reconnaissant. Merci, monsieur le chancelier. Voilà, en effet, cette autre scène extrêmement connue, c'est la seconde femme de Claude, qui connaît également une fin tragique. C'est une lecture d'Evelyne Guimara dans Une vie, une œuvre de Michel Cazenave et Pascal Lismonde, La mort d'Agrippine, avec un jeu de surprise, de dissimulation, qui n'empêche pas la fin tragique. On est dans un navire. Il sembla que les dieux, pour que le forfait fût manifeste, eussent ménagé à cette nuit tout l'éclat des feux célestes et tout le calme d'une mer paisible. Le vaisseau n'était pas fort avancé en mer. Agrippine avait avec elle 2 personnes de sa cour. Tout à coup, au signal donné, le plancher de la chambre croule sous des masses de plomb énormes dont on le charge. Agrippine et sa suivante, Acéronie, furent garanties par les saillies du dais, qui se trouva assez fort pour résister à la chute. Et le vaisseau ne s'entrouvrait pas, comme il le devait, à cause du trouble général, et parce que la plupart, n'étant point instruits, gênaient ceux qui l'étaient. On ordonna aux rameurs de peser tous du même côté pour submerger le navire, mais un ordre aussi subit fut exécuté sans concert, et d'autres, faisant le contrepoids, ménagèrent aux naufragés une chute plus douce. Cependant, Acéronie, assez malhabile pour crier qu'elle était Agrippine, et qu'on vint sauver la mère du prince, est assommée à coups de crocs, de rames et des premiers instruments que l'on trouve. Agrippine, gardant le silence, ce qui l'empêcha d'être reconnue, reçut pourtant une blessure à l'épaule. Ayant gagné à la nage, puis sur des barques qu'elle rencontra, le lac Lucrin, elle se fait porter à sa maison de campagne. Au moment où Néron se flattait d'apprendre le succès du complot,
On lui annonce qu'Agrippine, blessée légèrement, s'était échappée, après avoir couru assez de risques pour qu'il ne lui restât pas le moindre doute sur l'auteur du crime. On pense toujours à Racine, Xavier Darcos, dans Britannicus. « Je prévois que tes coups iront jusqu'à ta mère », dit-elle, oui. Son fils Néron. En tout cas, voilà une scène tout à fait extraordinaire qui ménage d'abord un décor très étrange puisque, comme vous l'avez vu au début, c'est une nuit paisible, une belle nuit. Le texte latin est magnifique, il dit « Noctem sideribus illustrem placido mari quietam quasi adsciedus convigendut di praebuerunt ». C'est une nuit brillante d'étoiles, par une mer apaisée, comme pour rendre le crime incontestable que les dieux procurèrent. Donc il y a une mise en scène de cette espèce de nocturne qui devrait être un endroit merveilleux. Nous sommes dans la région de Capri et qui va dégénérer rapidement avec deux jeux successifs, la dramatisation des événements évidemment, le navire qu'on essaie de faire couler, la panique générale à bord, les gens qui plus cette ironie noire de cette Achéronie, la petite servante d'Agrippine, qui tombe à dos de la première, qui se dit, si je dis je suis la mère de l'empereur, je vais être sauvé, qui n'a pas compris que le but c'est de tuer la mère de l'empereur, et qui voit des fanaux qui arrivent, des lumières, qui disent, sauvez-moi, sauvez-moi, je suis la mère de l'empereur, il s'avance vers elle, il dit, vous êtes bien la mère de l'empereur, et il achève à coups de gaffe et de rame. Toujours de l'humour noir, non? Oui, c'est ça, c'est très sombre comme, et il y a une ironie indéniable du spectacle. Et alors il faut aller jusqu'au bout. Lorsque le centurion va frapper Agrippine, elle lui montre son ventre et elle dit frappe au ventre, c'est-à-dire l'endroit d'où est né Néron. Elle sait très bien qu'il lui envoie quelqu'un pour l'assassiner. C'est une scène extraordinaire, je trouve, enfin très célèbre à juste titre, qui montre à la fois la tragédie de l'histoire, bien sûr. C'est quand même une mère qui est assassinée par son fils, mais aussi qui est écrite avec une force littéraire que je trouve tout à fait hors du commun. Lamartine, qui aimait beaucoup Tacite, a dit quelque part que son œuvre était un résumé du genre humain. Oui, vous rejoindriez cette idée, Xavier Darcos? Oui, parce que ce qu'il montre, c'est que, évidemment, les dates, les événements sont importants, mais que la vision qu'il donne de l'humanité est plus forte encore. D'ailleurs, vous voyez, nous y cédons. Évidemment, nous évoquons des dates et des événements, mais nous évoquons aussi des scènes, une morale, des mises en perspective des relations entre les hommes, de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est la violence, de ce qu'est la passion dégénérée, de ce qu'est le masochisme. On évoque en fait des facettes, pas les plus brillantes d'ailleurs, de l'humanité. Je pensais tout à l'heure, en vous écoutant, à la mort des époux Ceausescu. Ah oui, c'est vrai, c'était une erreur de cet ordre, absolument. Je voudrais que nous achevions notre conversation en évoquant la postérité de Tacite, parce que comme tous les grands auteurs, tous les grands écrivains, il a connu des interprétations de diverses sortes, et que nous arrêtions un instant sur Montaigne, qui est peut-être celui qui en a le mieux parlé, et qui aimait beaucoup Tacite. Il disait « cette forme d'histoire est de beaucoup la plus utile. C'est plutôt un jugement que déduction d'histoire. Il y a plus de préceptes que de contes. Ce n'est pas un livre à lire, mais à étudier et apprendre. Il est si plein de sentences qu'il y en a à tort et à droit. C'est une pépinière de discours éthiques et politiques pour la provision et ornement de ceux qui tiendront au maniement du monde. » Lui insiste plus sur ce qu'on peut en tirer de général que sur le détail de ce qu'il nous propose comme scène splendide que nous avons proposée. En fait, il y a deux raisons fondamentales donc c'est dans l'art de conférer, le chapitre 3-8 des essais qui termine par un petit essai d'ailleurs sur Tacite lui-même. Alors il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que Montaigne s'inscrit en gros dans ce qu'était la réception de Tacite à cette époque. On découvre cette littérature historique, on s'intéresse au fait de mettre en précepte des textes d'histoire. Ça va dans le sens de ce qu'est la littérature, je dirais, humaniste, qui commence à gloser sur les faits pour comprendre l'humain. C'est tout à fait caractéristique de l'humanisme du XVIe siècle. On recherche un universel sans se mettre en quête véritablement d'une continuité de l'humanité, qu'elle soit linéaire ou cyclique. C'est exactement ça. On cherche à comprendre ce qui est permanent
dans ce qui est accidentel, contingent, événementiel. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, Montaigne vit dans le sud-ouest, qui m'est cher. Oui, monsieur, l'ancien maire de Périgueux. Oui, et il est au plus près pour voir les atrocités des guerres civiles. Il y a pas mal d'endroits dans les essais où Montaigne insiste sur la violence de tout ça, sur les gens qui sont pendus, ou des jeunes femmes qui ont volé, qui ont chassé, qui ont attrapé un lapin qu'on accroche à une branche. Bon. Et il y a donc cette violence-là, et il voit dans Tacite quelque chose qui ressemble beaucoup donc à la violence politique et religieuse de son temps. Et si on prolonge la réflexion au-delà du XVIe siècle de Montaigne, Xavier Darcos, comment a évolué l'image de Tacite, l'usage qu'on a pu en faire, le regard qu'on a pu jeter sur lui? Alors, il y a les deux facettes. Il y a d'abord la fascination pour l'écriture. Vous avez évoqué Lamartine, on le trouvera chez Hugo, on le trouvera évidemment chez des écrivains plus proches de nous. Mais il y a aussi la dénonciation du despotisme, ou l'explication de la nécessité du despotisme. Dénonciation du despotisme, donc on voit évidemment ça à la période de Napoléon, ou la dénonciation que l'on trouve chez Chateaubriand, ou que sais-je, du despotisme. On va chercher chez Tacite des exemples du pouvoir absolu avec ses dérives. Déjà Montesquieu, bien entendu. Il en parle dans ce sens. Bien entendu. Et puis il y a aussi la nécessité de l'ordre qu'on va trouver chez Hobbes, qu'on va trouver plutôt chez Machiavel. D'ailleurs, ceux qui réfléchissent au pouvoir disent il faut quand même un pouvoir fort, qui a des excès, qui a des abus. Le pouvoir s'impose par la peur, et même Machiavel théorise, pire que ça, le pouvoir s'impose en utilisant les passions mauvaises, c'est-à-dire la peur, l'angoisse, la jalousie, la crainte, et que le pouvoir fort s'assure ainsi. Donc, cette ambiguïté que vous signez depuis le début, Jean-Noël Jeanneney, en parlant de Tacite, que nous évoquons ensemble, elle se retrouve aussi dans sa réception, à travers ces deux aspects. L'aspect Tacite a compris les horreurs du despotisme, et Tacite a compris que le despotisme ne peut pas être autrement que comme cela, et on a parfois besoin de lui. Voilà, c'est deux jeux. D'ailleurs, Tacite écrit quelque part, si les bons princes profitent au monde entier, les mauvais ne pèsent que sur leur entourage. Voilà, c'est ça. Donc, on voit l'aspect mauvais, l'entourage, et on voit aussi l'aspect puissance. Il faut un pouvoir fort pour que les choses aillent, quoi. Eh bien, nous allons devoir quitter votre Tacite à présent, en rappelant le titre de votre livre, tout récent, paru aux Belles Lettres, Xavier Darcos, Tacite, ces vérités sont les nôtres. Et puis j'ai signalé d'emblée votre dictionnaire amoureux de la Rome antique, chez Plon, en 2011, dans une collection prestigieuse. Vous avez aussi écrit sur Virgile. Sur Tacite, il faut se référer, c'est la dernière grande biographie, à l'œuvre de Pierre Grimal, paru chez Fayard, il y a déjà assez longtemps, en 1990, c'est aussi le traducteur et l'éditeur des œuvres complètes de Tacite dans la Pléiade. Mais je voudrais que nous fassions un sort pour finir un autre de vos grands hommes. Je veux dire Ovide, vous aviez écrit votre thèse sur Ovide et la mort et vous avez continué d'écrire à son propos. Ovide, Tacite, vous les rapprocheriez à certains égards? C'est-à-dire, ce qui est intéressant chez Ovide, c'est que, comme beaucoup d'ailleurs de ses contemporains, l'élite de son temps, et il se pose la question du basculement vers les monothéismes, vers une pensée qui va quitter le paganisme au fond, et il s'interroge au fond sur ces questions-là. Alors il hésite, il connaît l'idée que commencent à naître des sectes de toute nature qui proposent un Dieu unique. Il y a même eu un roman célèbre à propos de l'exil d'Ovide de Ventimiglia qui s'appelait Dieu est né en exil, où on pensait qu'Ovide exilé avait reçu des mages chaldéens et qui lui annonçaient la naissance du Christ. Tout ça, c'est des fictions, mais c'est pour vous dire à quel point c'est possible. Et en même temps, il cherche un sens à la mythologie à laquelle sa civilisation est attachée, et il essaie de lui trouver une unité. Cette unité, c'est l'idée de la métempsychose, c'est l'idée que la vie ne cesse jamais, et que les métamorphoses, c'est une continuelle résurrection d'un seul et même souffle vital. On est là 4 générations avant Tacite, mais... Oui, c'est ça, 4 générations. On est à l'époque d'Auguste, alors que nous sommes là dans la fin du 1er siècle. Oui, il y a un siècle qui les sépare à peu près. Mais chez Ovide, plus de réflexions synthétiques?
Chez Ovide, il y a une fascination pour l'imaginaire, quand même, pour le féerique. Les admirables métamorphoses, qui sont les plus beaux livres de l'humanité. Il y a une espèce de vision de toutes les figures de la mythologie. 15 000 vers, quand même, c'est quand même de quoi faire. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie encore plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Xavier Darcos, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Stéphane Foulon, avec à la discothèque Célian Guillemard, avec pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel Emmanuel Lucioni, et pour la documentation Eva Karagatchev.